Bonsoir. Au cours des premières émissions, nous avons vu comment Washington prépare la guerre contre notre pays depuis 2001, comment il a tenté de la provoquer en 2005, 2006 et 2008, comment il nous a divisés en 2011, nous faisant croire que notre gouvernement torturait et tuait ses enfants à Dera et ailleurs. Enfin, nous avons vu comment notre peuple, son armée et son président ont repoussé les takfiristes syriens et les commandos étrangers. À Genève 1, la paix semblait certaine, mais les États-Unis et la France n'ont pas tenu leur parole. Ils ont relancé la guerre d'une autre manière, tuant 100 000 d'entre nous en plus. Nous poursuivons notre entretien avec le consultant politique français Thierry Meyssan. Alors, bonsoir, bienvenue à cette 5e émission. Bonsoir, madame. Oui. Nous sommes arrivés à l'accord survenu entre Obama et Poutine, qui s'est heurté à de très nombreuses oppositions. Les engagements de Genève 1 n'ont pas été tenus, et pour faire saigner davantage la Syrie, le lobby anti-russe aux États-Unis, les Français et Israéliens s'appuient sur les États arabes sionistes. Comment pouvez-vous nous expliquer cette étape ? Il faut se rendre compte que l'accord de Genève 1 avait été négocié longuement en secret, directement par la Maison-Blanche avec le Kremlin, en passant au-dessus de la tête d'Hillary Clinton, qui évidemment était furieuse. Et que, d'autre part, cet accord, en remettant en cause une opposition entre les deux grands blocs qui existaient depuis 1945, en fait, en remettant ça en cause, l'accord remet en cause un certain nombre d'emplois de généraux aux États-Unis dont le travail était entièrement tourné contre la Russie. Donc, l'ensemble des gens qui sont opposés à cet accord, que ce soit parce qu'ils se sentent menacés dans leur travail, ou parce qu'ils ont des intérêts idéologiques, ou parce qu'ils ont des liens avec l'État d'Israël, tous ces gens-là vont se mettre ensemble et vont saboter en fait cette conférence de Genève. Les Israéliens ont décidé de faire appel à François Hollande. Vous m'avez fait la délicatesse, l'élégance de parler français. Je vais tenter, dans un hébreu moins fluide, mais tout aussi sincère, de vous répondre. Tamid Eshaer, Raver Shel Israël. Je suis votre ami et je le serai toujours. Merci. Parce que certainement il le connaissait, mais aussi parce qu'il a un ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui leur est proche. Et il s'agissait de détruire l'accord qui avait été négocié en secret par son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, et son ministre de l'Intérieur, Claude Guéant. Or, comme ça avait été négocié en secret, ça pouvait être abrogé. Donc dans ce but, François Hollande, c'était l'homme idéal. Parce qu'en fait, peut-être vous ne l'avez pas remarqué, et le public français ne l'a pas compris tout de suite, et ne l'a peut-être d'ailleurs probablement pas encore bien compris, François Hollande est profondément incolonialiste. Vous savez que chaque fois qu'un président de la République est élu en France, il place son mandat sous les auspices d'une figure historique du pays. Et là, François Hollande a décidé, quand il a été élu, de placer son mandat sous les auspices de Jules Ferry. Alors il a dit parce que Jules Ferry, ça a été un ministre socialiste qui avait rendu l'école laïque et obligatoire. Peut-être. L'école laïque obligatoire, oui. Oui, laïque et obligatoire, hein, puisqu'avant l'école était tenue par l'Église catholique. Mais la vérité, c'est que Jules Ferry, c'est d'abord le théoricien du colonialisme français, et que c'est quelqu'un qui a imposé le colonialisme à la gauche en France, à une époque où tous les grands partis politiques étaient opposés au projet colonial. Donc, François Hollande marche dans les pas de Jules Ferry, qui constatait à son époque, c'est les années 1880, que la classe ouvrière française était complètement exploitée, on ne pouvait plus aller plus loin, et donc si
une partie du patronat voulait encore gagner de l'argent, il fallait le gagner sur des peuples étrangers. Et pour ça, il fallait utiliser l'armée française pour aller s'emparer de ces peuples étrangers qu'on allait exploiter. Mais c'est ce qu'a dit François Hollande, en fait, quand il a, un an après son élection, avoué qu'au fond, il n'était pas vraiment socialiste, mais qu'il était social-démocrate et qu'il allait discuter avec une partie du patronat français. Un virage, un tournant, François Hollande n'aime pas beaucoup ces mots-là. En tout cas, c'est au moins une clarification de sa doctrine économique et une première, le chef de l'État se définit comme un social-démocrate. Suis-je un social-démocrate? Oui, je ne suis pas gagné par le libéralisme, c'est tout le contraire. Enfonçant le clou quelques minutes plus tard. Toujours peur d'être mal compris. Enfin, ceux qui n'ont pas compris que j'étais social-démocrate peuvent encore poser une question. Et comment le public français a réagi? Très, très mal, puisque ça a provoqué l'effondrement de sa cote de popularité. Aujourd'hui, il est à moins de 20% de gens qui le soutiennent dans le pays. Les Français sont cependant très légitimistes, et comme il a été élu, on continue à lui obéir. Mais Jules Ferry avait lancé le mouvement colonial, qui après s'est constitué autour ce qu'on appelait le parti colonial, qui n'était pas un parti politique, puisqu'il rassemblait des gens à la fois de droite et de gauche. Mais ce parti colonial n'était pas du tout quelque chose de populaire. Le peuple français n'a jamais été un peuple favorable à la colonisation. Ce parti colonial a été soutenu par quelques élites financières. Et il soutenait certains généraux, dont le général Gouraud, qui après a colonisé le Liban. Et le général Gouraud avait lui-même un dauphin, qui était le général Goïbé, qui a pris Damas par la suite. Donc il y a une logique dans tout ça. La France a renoué avec ce passé colonial, et l'homme qui a fait le lien entre la tentative de Nicolas Sarkozy et celle de François Hollande, ça a été le général Benoît Pugat, qui était le chef de cabinet militaire de Nicolas Sarkozy, et qui, contrairement à tous les usages, est resté en fonction avec François Hollande, et toujours en fonction. Et apparemment, il va le rester jusqu'à sa retraite. Oui. Alors, c'est Benoît Pugat qui a directement dirigé les opérations en Côte d'Ivoire, en Libye, en Syrie, au Mali, en République centrafricaine, et souvent en grand conflit avec le ministère de la Défense et avec les chefs d'état-major. Vous savez même que quand il était directeur de l'enseignement militaire, c'est lui qui est allé superviser la construction du mur qui sépare la Palestine de l'Égypte. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment dans cette logique coloniale. Alors, si on passe maintenant à la conférence de Genève 1, comme on vient de dire au début, la Syrie est absente de cette conférence. Cette conférence réunit exclusivement les grandes puissances et prévoit un nouveau partage régional. Les États-Unis considèrent que s'ils veulent arriver à une paix au Proche-Orient, donc une paix avec les Palestiniens, ça n'est possible qu'avec le soutien de la Syrie, parce que c'est une des axes de travail de Madeleine Albright. Elle disait, quand on négocie avec les Palestiniens, dès qu'on a signé, à peine l'encre est sur le papier, que déjà un nouveau groupe palestinien se crée pour remettre en cause la signature du premier. Et d'ailleurs, c'est tout à fait normal, puisque la base de ces accords va à l'encontre des intérêts du peuple palestinien. Mais l'idée, c'est on va négocier la paix avec la Palestine, et on va demander à la Syrie de se porter garant de cette paix en échange de lui laisser la paix chez elle. Côté syrien, on sait que c'est tout à fait possible d'obtenir la paix avec Israël, puisque Hafez al-Assad, à la fin de sa vie, avait presque failli à obtenir la restitution pacifique du Golan. C'était les négociations de Shepherdstown en 1999, et puis après il y a eu une petite suite à Genève en 2000, mais malheureusement
Hafez el-Assad est mort avant que tout ça ait été conclu, et ça a traîné du fait de la seule responsabilité israélienne. C'est ce que dit Bill Clinton dans ses mémoires, et si vous lisez l'ouvrage de Boutaina Sheban, Syrian Diaries, où elle raconte tout le détail de tout ça, on voit très bien que ce sont effectivement les Israéliens qui ont fait traîner les choses et qui les ont fait capoter. Et après, la mort de Hafez el-Assad a clos la discussion. Alors, rien ne va se passer comme prévu. Alors, rien ne va se passer comme prévu parce que dès la signature du communiqué de Genève, les Français vont mettre une clause d'interprétation. Ils disent, voilà, on dit qu'il faut qu'il y ait un gouvernement de transition qui soit décidé par les deux parties à la fois. Eh bien, nous comprenons que ça veut dire sans Bachar el-Assad. Mais ce n'est pas du tout le sens de ce qui est écrit. Puisque, au contraire, le sens de ce qui est écrit, c'est que ce sera un gouvernement qui sera accepté par les deux côtés à la fois, et donc ce gouvernement sera publié par décret par Bachar el-Assad. Donc forcément, il fait partie de cette nouvelle formule. François Hollande va réunir à Paris, au mois de juillet 2012, il est juste élu, il prend juste ses fonctions. Il va réunir à Paris un grand congrès des amis de la Syrie, et il y a, je ne sais plus de 70 pays qui sont représentés, c'est quelque chose de considérable. Et là, il va faire repartir la guerre. Alors, cette conférence, on voit très bien qu'il n'en est pas le maître d'œuvre, ce n'est pas lui qui l'a pensé. Il suffit que vous lisiez le texte de son discours. Ce texte n'a pas été écrit en français. On voit que c'est une traduction depuis l'anglais. Ça se voit aux anglicismes dans le texte, et ça se voit aux références idéologiques qui sont purement anglo-saxonnes et jamais des références françaises. En fait, ce discours a très probablement été écrit par le cabinet de Benjamin Netanyahou. Et le président français, pendant cette conférence, a donné la part belle à des gens qui sont des criminels de guerre. Il a demandé à Abou Saleh, le jeune journaliste de Baba Hammer, de s'installer sur la tribune avec lui. Il était la seule personne assise sur la tribune alors que François Hollande prononçait son discours. Et là, on voit qu'une nouvelle guerre s'est déclenchée, qu'il ne s'agit plus d'une guerre de 4e génération, basée sur l'intoxication médiatique, mais d'une guerre de type nicaraguayen. C'est quoi ce type de guerre et quels en sont les outils? Alors, c'est une guerre de services secrets, complètement. Donc, elle est dirigée par David Petraeus aux États-Unis, Aviv Kochavi en Israël, Benoît Puga en France et Hakan Fidan en Turquie. La guerre de type nicaraguayen, c'est la référence, ce que John Negroponte avait fait dans les années 80, au Nicaragua. Lui-même était ambassadeur dans un pays limitrophe, le Honduras, et il a engagé des mercenaires dans toute l'Amérique latine pendant une dizaine d'années pour venir prêter main forte à l'opposition armée intérieure contre les sandinistes au Nicaragua. Donc il y avait une opposition intérieure, mais qui était très faible, peut-être soutenue par 5 ou 10% de la population, une situation comme en Syrie. Et les mercenaires qu'il a amenés étaient avant tout des gens qui étaient impliqués dans des trafics de drogue. La technique de John Negroponte a été réutilisée par lui-même après, en 2004-2005, en Irak, quand M. Negroponte est revenu. Vous vous souvenez qu'il avait été impliqué donc, dans cette affaire de Iran-Contras au Nicaragua. Puis, sous Bill Clinton, il s'était retiré
de l'administration officiellement, mais il continue à jouer un très grand rôle dans le système secret des États-Unis. Et M. Negroponte était à l'époque le vrai patron de la plus grande agence de notation du monde, Standard & Poor's. Et puis après ça, donc, il est revenu en Irak puis aux Nations Unies. Quand il était en Irak, pour reconstituer un système de mercenaires, il s'est appuyé sur une armée privée qui était Blackwater. Et là encore, les gens qui ont créé Blackwater étaient des membres de l'Ordre de Malte qui avaient participé aux côtés de Negroponte à l'opération au Nicaragua. Quand Negroponte était au Nicaragua, il a eu un assistant qui était Robert Ford, lequel est devenu ambassadeur en Syrie. Oui. Et donc c'est tout à fait logiquement que Robert Ford a utilisé la technique de Negroponte en Syrie. Oui, on va écouter Alfredo Khalife, qui a parlé en espagnol, je crois. Oui, bien sûr. Il est venu de Mexique. Oui. Estaba el famoso embajador John Dimitri Negroponte, que desde Honduras, hay que conocer Honduras también, porque ahí es donde se encuentra uno de los más grandes búnkers en la embajada norteamericana. Es impresionante ver toda una manzana para un pequeño país como Honduras, ¿no? Que no tiene la capacidad financiera ni económica de tener un edificio así, mucho más grande que el Palacio Presidencial. Entonces, a partir de ahí, John Dimitri Negroponte implementó toda una guerra de guerrillas, contratando mercenarios, que hoy es la nueva guerra privatizada. Eso es muy interesante. Ahí empieza la privatización de la guerra. Todos estos que ya conocemos, como son Blackwater y Greystone, y hay una serie de... para los desempleados, es para los bandidos desempleados del mundo. Yo así le llamaría bien. Bueno, y obviamente los contratan con especificaciones, y a partir de ahí, pues obviamente derrocan al gobierno de Nicaragua, a los sandinistas, pero luego la historia a veces es muy cruel, porque los votantes luego derrotaron a los que habían instalado en el poder, bueno, de la mano. Porque si uno quiere hacer la comparación con los condottieri de la Edad Media, eran autocontrolables ellos, aunque les pagaban, pero ellos podían cambiar de bando. Aquí no es factible hacer esto. Es decir, ya los mercenarios trabajan específicamente con un propósito muy bien diseñado. Entonces esto mismo repitieron luego en Irak y luego pues en Siria. Es el mismo operativo, no hay nada nuevo bajo el sol. Mais quand les États-Unis ont mené cette guerre au Nicaragua, d'où venaient ces mercenaires qui ont attaqué le pays? Bueno, de toda la región de América del Sur. Los pobres, es muy fácil contratar guerrilla en regiones que están tan empobrecidas. Venían muchos de Colombia, muchos venían por la cuestión de la droga. Es que es toda una retroalimentación multidimensional. Es decir, no puede quedarse uno y ver nada más la guerra, tiene que ver ustedes la cuestión de la droga también, que forma parte del circuito. No sé, en Siria no he escuchado todavía la parte de la droga, pero obviamente allá empezó. Eso es interesante, porque esa no se ha manejado como en otros lugares, ¿no? Eso forma parte porque para que sea financiable también, es decir, que no dependa tanto del financiamiento exterior, les dan rienda suelta para que precisamente con esos ingresos de la droga, pues ellos mismos hagan y deshagan dentro de los límites que les marcan, porque no los pueden pasar. Y lo que al final de cuentas, como no tienen una resolución de la ONU o no tienen un ejército exprofeso que haga esta tarea, pues qué mejor que usar a estos condottieri modernos tecnológicos, ¿no? Pero controlados obviamente por la CIA o por la DEA. No hay que perderla de vista. Hay 16 organizaciones de inteligencia en Estados Unidos y cualquiera de ellas, o puede ser una, o pueden ser las 16, las están en juego. Des bureaux de recrutement sont ouverts partout dans le monde musulman, jusqu'en Indonésie. Oui. Le recrutement a été mené
directement par la CIA, mais aussi par toutes sortes d'entreprises privées, dont Blackwater, enfin qui a changé de nom depuis, ça s'appelle l'Académie, mais dont cette société, dont d'autres armées privées comme DynCorp. Enfin, beaucoup de gens s'y sont mis. Et le recrutement, alors on dit ce sont des djihadistes. Oui, bien sûr, ce sont des djihadistes, ils ont été recrutés dans des milieux sunnites. Mais la vraie raison de leur recrutement, généralement, n'est pas du tout d'ordre religieux, parce que la plupart de ces gens-là viennent en Syrie uniquement par une sorte d'appât d'un gain immédiat. On leur dit, voilà, vous venez ici, si vous mourrez au combat contre l'armée de Bachar el-Assad, alors vous irez au paradis où 70 vierges vous attendent, etc. Enfin, toutes sortes de choses un peu ridicules, mais que des gens faibles d'esprit peuvent croire. Et surtout, on leur donne des drogues, beaucoup de drogues. Donc, de même qu'au Nicaragua, les mercenaires utilisaient des drogues, de même en Irak, et là encore en Syrie. Donc le principe, c'est on leur donne du Captagon. Le Captagon, c'est du chlorhydrate de phénéthyline. On mélange ça avec des drogues classiques, du hashish ou différentes choses. Et ça met les gens dans un état particulier où ils ne sentent plus la douleur, ni la douleur sur eux-mêmes, ni la douleur chez les autres. Ils perdent toute empathie avec quelqu'un d'autre. Donc ils peuvent torturer des gens, les couper vivants en morceaux sans ressentir la moindre émotion. Et évidemment, ce genre de combattant est très précieux. Alors, bien entendu, l'usage répété de ce mélange de Captagon et de hashish, ça atteint gravement le cerveau et ça provoque des psychoses irréversibles. Et pour savoir ce qu'est une guerre nicaraguayenne, j'ai interrogé le général Amin Hottet. Du Liban, oui, on va l'écouter tout de suite sur la guerre de type nicaraguayen. Général Amin Hottet. سوريا بعد أن استوعبت الهجوم وبعد أن حددت أساليب العدو بشتى الوسائل وبشتى العناوين، وضعت بعد جنيف 1 بعد حزيران 2012، وهذا أمر ينبغي أن يدرس جيدا، وضعت خطة ذات شقين أو على مرحلتين. الخطة الأولى وكانت مدتها 9 أشهر وتبدأ من حزيران 2012 إلى آذار 2013، وكانت هذه الخطة في جوهرها تهدف إلى امتصاص الحد الأقصى من زخم الهجوم ومحاصرة هذا الزخم مع ترك بعض الأوراق التي تعتبر مكلفة في الاحتفاظ بها، ثم جعل العدو يلقي بكل أوراقه من أجل أن يحدد الحجم الأكبر من الخطر. وخلال هذه الفترة، فترة 9 أشهر من حزيران إلى آذار، نلاحظ أن حجم القوى المستعملة في العدوان وصل إلى أقصاه في أيلول 2012 إلى 150,000 مسلح وإرهابي، وحجم الإعلام وحجم القوى السياسية بلغت أقصاها، والضغط الإعلامي بلغ أقصاه. فاستعملت خلال هذه الفترة كما ذكرت فترة الاستيعاب والاحتواء. وبالنسبة للخصم كان يعتبر أنه بوصوله إلى آذار في نهاية هذه المرحلة تكون سوريا منهكة ولا يبقى إلا أن توجه لها الضربة القاصمة، ومن أجل ذلك خطط أوباما بعد ولايته الثانية ليأتي ويطلق بنفسه الخطة النهائية أو الهجوم النهائي بعد هذه المرحلة. أما سوريا فقد وضعت في القسم الثاني من المواجهة الخطة المبنية على ما أسميه استراتيجية الأسد. استراتيجية الأسد هي ذات مفهوم هجومي. القسم الأول من الخطة الدفاع كانت ذات مفهوم دفاعي، استيعاب واحتواء. الاستراتيجية الثانية كانت
ذات مفهوم هجومي، وهي استراتيجية الأسد، يعني تقوم على عناصر ثلاثة. العنصر الأول يختلف كليا جذريا عما اعتاده العدو خلال المرحلة الأولى، هو عنصر منع سقوط عناصر جديدة واستعادة العناصر التي تسقط بأقصى ما يمكن. العنصر الثاني البدء بالتطهير وفقا لأولويات أساسية للأهداف والقدرة الاستراتيجية لكل الأهداف. العنصر الثالث هو التثمير السياسي والبناء التراكمي على الإنجازات الميدانية. فبدأ تنفيذ هذه الخطة بشكل مؤثر في القصير، وكانت القصير هي نقطة التحول، ثم تمددت شمالا وتمددت جنوبا باتجاه ريف دمشق. ونحن نستطيع أن نقول أن الخطة هذه في قسمها الثاني ذات الطابع الهجومي، والذي برع فيها الجيش العربي السوري مع القوات الرديفة والحليفة في المواجهة ضمن حرب الجيل الرابع، أن هذه الخطة هي التي جعلت أمريكا تقتنع بشكل كلي ونهائي أن النصر، انتصار العدوان في سوريا، أمرا بات مستحيلا. ومع هذه الخطة عندما بدأت سوريا باعتماد هذه الخطة كان هناك تغيير على المستوى التنفيذي من قبل قيادة العدوان الأمريكي، فنقلت القيادة الميدانية من القطري التركي الثنائي القطري التركي إلى اليد السعودية، وأغرت أمريكا السعودية بالأمر حتى جعلتها تعتبر أن الانتصار في سوريا هو انتصار للوهابية وللسعودية برمتها، وهو تمهيد لإقامة الإمبراطورية السعودية في منطقة الشرق الأوسط. فكما أنها في الخطة السابقة أغرت تركيا بإقامة الإمبراطورية العثمانية الجديدة إذا انتصرت في سوريا، فإنها في الخطة الثانية أغرت السعودية بأن انتصارها في سوريا سيقيم الإمبراطورية السعودية في الشرق الأوسط. ومن خلال هذا الأمر نفهم كيف أن السطحية السعودية قادت المسؤولين هناك إلى طرح اليوم الاتحاد الخليجي ليكون نواة الإمبراطورية السعودية. لكن الذي حصل أن الميدان بدل أن يجمع الإنجازات ويراكم الإنجازات لصالح أمريكا في الخطة ب، كان عكسيا. فالجيش العربي السوري يستعيد المناطق بشكل متدرج ومتكامل، والقوات التي تستعملها أمريكا والسعودية في هذا الإطار تتآكل وتبدأ بالتناحر. وبالتالي إن الانحدار في القوة التنفيذية للمشروع الأمريكي هو انحدار على خطين: خط في مواجهة الجيش فهو تراجع، ولهذا نجد ما حصل في القصير، في حلب، في سفيرة، في خناصر، والآن في قارة ودير عطية والنبك، وكلها تراجعات. الأمر الثاني هو تآكل في الداخل، وهذا الاقتتال الداخلي بين الجماعات المسلحة تحت العنوان السعودي أو العنوان التركي والعنوان الإخواني وجبهة داعش وحركة داعش أو حاشا أو كل هؤلاء، كل ذلك ينبئ بأمر واحد: أن الخطة الأمريكية في صيغتها الثانية خطة لا يمكن لها أن تحقق أي إنجاز. من أجل ذلك نحن نجد أننا الآن في موقع يمكننا من القول بأن خطة الهيمنة على سوريا سقطت إلى رجعة، خطة تدمير سوريا تصطدم الآن بعقبات تمنعها من الاستمرار. Alors là, tout le monde se rappelle de l'assassinat des membres du Conseil de sécurité nationale le 18 juillet 2012. Cet assassinat devait accompagner une mobilisation pour donner l'assaut de la capitale, Damas. Une opération qu'ils ont appelée Volcan de Damas et séisme de la Syrie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de toute cette étape et cette opération? D'abord, c'est
la plus grande opération secrète qui était menée sur le territoire syrien. Il y a toujours énormément de mystères sur la manière dont cette opération a été conduite. Mais donc elle a abouti à assassiner le général Raja, le ministre de la Défense, le général Shokat qui était son adjoint, le général Tourkmani qui était l'adjoint du vice-président de la République. Et l'explosion a été le signal de l'avancée sur Damas d'une troupe d'environ entre 40 000 et 60 000 combattants venant principalement de Jordanie. Donc ça, c'était sans aucun doute le moment de vérité. Parce que si la population de Damas n'avait pas soutenu son armée, certainement cette opération aurait réussi. Mais là, quand des troupes étrangères sont rentrées dans Damas, il y a eu tout d'un coup le réflexe, non, on est attaqué. Oui. Tout le mirage s'est dissipé. Et la population de Damas a informé l'armée de où se trouvaient ces combattants. Il en arrive par là, il y en a 20 ici, il y en a 100 là, etc. Donc la bataille a été très rude pendant quelques jours, mais elle a été gagnée par l'armée arabe syrienne. À ce moment-là, la France a déposé un projet de résolution au Conseil de sécurité. Oui. Alors, ce projet de résolution est extrêmement surprenant, puisqu'il ne condamne pas l'assassinat des dirigeants militaires syriens. Le discours français à l'époque est même de rendre l'État syrien responsable de la mort de ses dirigeants. Puisqu'on dit soit que ces dirigeants sont morts parce que ce sont des gens cruels qui ont commis des horreurs, etc. Bien sûr, n'ont jamais existé, mais bon, c'est le discours qu'on tient. Soit on dit que c'est une autre faction à l'intérieur de l'État qui les a assassinés. Et à l'époque, il faut conserver ça en tête, chaque fois qu'il va y avoir des attentats à Damas, on va dire que ces attentats ont été faits par le pouvoir lui-même. Et c'est une manipulation du pouvoir. Bon, aujourd'hui, plus personne ne pense ça. Mais à ce moment-là, souvenez-vous, c'était le discours de l'Occident et du Conseil de coopération du Golfe. Donc, dans ce projet de résolution, la France accuse la Syrie de ne pas avoir respecté ses engagements concernant le retrait des troupes hors des grandes villes. Or, nous savons que c'est faux. Et nous le savons parce qu'il y a eu la mission d'observation de la Ligue arabe qui a montré que c'était faux. Mais pourtant, la France dépose. Et là, la Russie et la Chine vont opposer leur veto. Ils vont l'opposer d'autant plus fort que cette résolution prévoit que si la Syrie n'obtempère pas, mais on sait qu'elle a déjà obtempéré, donc elle ne risque pas de le faire maintenant, que si la Syrie n'obtempère pas, l'OTAN réglera la question dans les 10 jours. Oui. Dans les 10 jours. Oui. Bon. Mais là, l'opération est tournée au fiasco. Hein? Oui, puisque l'attaque sur Damas va échouer. L'armée de mercenaires va être repoussée. Donc c'est l'échec des contrats. Et en fait, même s'il y aura une autre tentative après, c'est un échec qui sera définitif. Oui. Et puis, les contradictions des États-Unis, états-uniennes, poussent Kofi Annan à démissionner. Oui, alors, il sera remplacé par Akhdar Brahimi, comme on a vu, et on entend des révélations sur l'engagement secret de Washington dans le conflit et des détails au sein de l'administration américaine. C'est-à-dire que Kofi Annan s'est trouvé pris entre deux feux. Il avait négocié cet accord entre les deux grandes puissances, et puis devant lui, il y a la reprise de la guerre, et les grands journaux en Europe et aux États-Unis, et c'est fait avec beaucoup de savoir-faire, un jour en Angleterre, un jour en Allemagne, un jour en France, un jour aux États-Unis. Enfin, il y a tout un tas de révélations qui sont faites sur
la guerre de 4e génération, sur la guerre qui a précédé, et qui montre que toute cette guerre qui a précédé était organisée par les États-Unis. Donc tout le discours qu'on a tenu s'effondre brutalement. Et Kofi Annan se rend compte qu'il n'y a pas de solution parce qu'il y a un tel désordre dans l'administration Obama que il ne pourra pas recoller les morceaux. Et que Barack Obama ne le pourra pas non plus, puisque lui est en pleine campagne électorale, il ne va pas commencer à dire qu'il ne s'entend pas du tout avec Hillary Clinton, qu'il ne s'entend pas non plus avec le directeur de la CIA, etc. Enfin, que c'est le désordre chez lui. Donc, il décide de démissionner. Mais en démissionnant, il explique bien que personne ne peut reprendre sa place dans la situation générale. Et pourtant, Lakhdar Brahimi prend sa place. Donc, Lakhdar Brahimi, c'est un diplomate algérien qui a il a une très belle image à l'extérieur, et il ne devrait pas avoir cette belle image, parce qu'en fait, c'est vraiment un sale personnage, puisque Lakhdar Brahimi, c'est l'homme qui avait négocié la paix au Liban à la fin de la guerre civile. Alors, bien sûr, ça s'est fait à l'avantage de la Syrie, mais regardons l'accord de Taïf. C'est la confessionnalisation du Liban. Et le Liban ne peut pas vivre à cause de ce système confessionnel. D'autre part, M. Brahimi a été un des 10 membres du Haut Conseil de sécurité algérien qui a organisé le coup d'État en Algérie. Donc ça, là encore, il y a une mauvaise interprétation du côté syrien. Parce que... vous vous souvenez, les élections municipales en Algérie, la victoire du Front islamique du salut et donc le coup d'État qui est fait où on refuse le résultat des élections. Donc du côté syrien, on a dit cet homme s'est opposé aux islamistes. Mais c'est pas du tout ça. En fait, s'il s'était opposé aux islamistes, il fallait interdire aux islamistes de se présenter aux élections. Mais ça n'a pas été fait, ça. Ce qui a été fait, c'est on a organisé des élections, on les a fait gagner les élections, puis on a annulé les élections pour provoquer la guerre civile à l'intérieur. En fait, M. Brahimi ne cherchait pas à lutter contre les islamistes, il défendait les intérêts des États-Unis à l'intérieur de l'Algérie. Et je rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, Abbassi Madani, le chef islamiste, a été arrêté, emprisonné, puis qu'après il est parti en exil au Qatar et qu'alors il a pris comme conseiller politique Bourhan Ghalioun, donc qu'on nous a présenté après comme étant un grand laïc. Oui. Et en 2003, En 2003, M. Brahimi a négocié l'accord de Bonn qui faisait la paix en Afghanistan. Et en fait, c'était quoi la paix en Afghanistan? C'est qu'on les États-Unis ont décidé que la famille Karzai, qui représentait une grande compagnie pétrolière aux États-Unis, que la famille Karzai était au pouvoir, c'est tout. Karzai. Oui. Donc, en fait, ce monsieur a toujours défendu les intérêts des États-Unis partout où il est passé. Et là, en pleine campagne, pour sa réélection, Barack Obama ne peut sanctionner les fuites de sa propre administration, n'est-ce pas? Oui, mais il prend tout de suite des dispositions pour mettre de l'ordre. Donc il ne dit rien pendant la campagne électorale. Malheureusement, c'est assez long aux États-Unis, les campagnes électorales. Mais en fait, il donne des instructions pour que la DIA, le service secret militaire, introduise une espionne dans le lit de David Petraeus, le chef de la CIA. Et le lendemain de son élection, l'affaire est rendue publique. Et David Petraeus doit démissionner. De la même manière, il lance des enquêtes financières sur la gestion de certains services de défense. Et tout ça, ça aboutit à la mise en cause personnelle de l'amiral Stavridis qui dirige l'OTAN, et puis du général Oreilly qui dirige le fameux bouclier antimissile contre la Russie. Et donc tous les deux doivent se retirer aussi. En fait, il y a une douzaine de hauts gradés qui sont suspendus ou sanctionnés. Enfin, Hillary Clinton, qui est très contestée pour avoir caché au Sénat, elle a caché la vérité sur l'assassinat de
de l'ambassadeur des États-Unis en Libye. Vous savez que cette affaire est également reliée à la Syrie, puisque l'ambassadeur des États-Unis était à Benghazi où il était assassiné, mais depuis Benghazi, il organisait le transfert des armes libyennes vers la Syrie. Bon. Mais il était assassiné en fait dans une affaire qui a été montée par les Israéliens, puisque lui était un pro-palestinien. Le groupe militaire qui dirige les États-Unis, celui qui est en retrait depuis le coup d'État de 2001, ce groupe militaire va composer la nouvelle administration Obama. Et cette nouvelle administration est en principe favorable à la Syrie, mais en principe seulement. Alors, ce groupe, vous avez parlé du groupe militaire qui dirige les États-Unis et qui a composé un nouveau gouvernement pour le président Obama. On entend par là que c'est un régime militaire qui dirige les États-Unis. Oui. Comment ? C'est ce que j'avais expliqué dans la première émission. Oui. Le 11 septembre 2001, le pouvoir a été retiré des mains du président Bush et ne lui a été restitué qu'en fin de journée. Oui. Pendant cette période, de manière tout à fait illégale, c'est un gouvernement militaire dont la composition n'a jamais été rendue publique, qui a assuré les fonctions gouvernementales. Et c'est ce gouvernement militaire qui soutient la nomination de John Kerry comme secrétaire d'État, et la nomination de Chuck Hagel comme secrétaire à la Défense. Tout le monde sait que c'est un adversaire à Israël. des Israéliens. Et quant au directeur de la CIA, John Brennan, tout le monde sait que c'est un adversaire de l'Arabie saoudite. Donc tout ça, c'est conçu pour faire revivre l'accord qui avait été imaginé entre le Kremlin et la Maison-Blanche, d'un nouveau side-picot pour le Proche-Orient, mais qui aurait inclus la paix en Syrie. Alors, c'est alors que le plus haut diplomate des États-Unis, William Burns, s'est chargé de négocier d'abord avec la Russie, puis en secret avec l'Iran, le but étant de réorganiser complètement le Proche-Orient. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme détail sur cette phase-là, sachant aussi qu'il y a eu des changements au niveau de certains dirigeants qataris et iraniens? Oui. Donc, l'idée, c'est, OK, on va faire la paix en Syrie, mais on doit la faire en même temps en Palestine. Et la question palestinienne étant beaucoup plus compliquée, il faut mettre tout de suite l'accent sur les négociations avec les Palestiniens. Cependant, si on arrive à un accord, tout le monde sait que l'Iran va s'opposer à cet accord. Parce que même si les dirigeants palestiniens trahissent leur peuple, et on est en bonne voie de le constater d'ailleurs, même si les dirigeants palestiniens trahissent leur peuple, les anti-impérialistes en Iran, autour d'Ahmadinejad, dans la tradition de l'imam Khomeini, vont refuser cette chose-là. Et eux, ils vont continuer à se battre pour le peuple palestinien contre les dirigeants palestiniens. Donc il faut arriver à écarter ça. Et puis de même, il faut arriver à écarter l'hostilité du Qatar, qui, on sait, représente quand même les Rockefeller et donc l'État d'Israël. Et donc, William Burns a comme mission de négocier avec l'Iran pour obtenir que l'Iran accepte une paix en Palestine, même si cette paix est injuste, mais qu'elle accepte cette paix. Et des négociations secrètes ont lieu à Oman. Au cours de ces négociations, il est convenu que le problème, c'est Ahmadinejad. Le problème, ce sont les partisans de Khomeini. Et que donc le guide suprême va favoriser l'élection de Hassan Rouhani, qui est un membre du clergé, qui est un vrai nationaliste iranien, mais qui n'est pas anti-impérialiste, et qui au contraire est prêt à négocier avec les États-Unis. D'ailleurs, Cheikh Hassan Rouhani a été le premier contact en Iran
pour les États-Unis au moment de l'affaire du Nicaragua, de l'affaire Iran-Contras avec Negro Ponte et tous ces gens-là. Donc les choses se font progressivement. L'émir du Qatar annonce qu'il abdique en février 2013 et effectivement il abdique en fin juin et il abdique avec son Premier ministre. C'est bien la fin d'une période. L'émir qui lui succède a le titre d'émir mais ne touche pas à la politique. Personne ne l'a jamais vu s'impliquer dans des forums internationaux, etc. C'est simplement quelqu'un qui va signer ce que les États-Unis vont lui dicter. Le président Ahmadinejad est remplacé par Cheikh Rouhani d'une manière qui reste très étonnante pour nous, puisqu'en fait, le président Ahmadinejad avait un candidat, et ce candidat, d'après les sondages, aurait dû être élu. Mais ce candidat a été récusé par un conseil qui vérifiait que tous les candidats étaient en accord avec la doctrine officielle. Il a été récusé parce qu'il était clairement anticlérical. Et à la place, on a élu un membre du clergé. Enfin, toujours est-il que ceci modifie la donne régionale et permet aux États-Unis d'espérer de résoudre à la fois la question palestinienne et la question syrienne. Mais là, on a constaté que la Turquie s'est retirée de la guerre. Pourquoi ? Parce que la Turquie réalise que, je dirais, les carottes sont cuites. Enfin, il n'y a plus de solution. Si les États-Unis veulent la paix, ils vont finir par y arriver. Donc la Turquie constate que l'Iran est en train de se rapprocher des États-Unis et que tout ça, ça va se faire sur son dos. Donc tout d'un coup, M. Davutoglu se rend en Iran, il abandonne son discours très ottoman. L'ensemble de l'équation régionale semble entièrement modifié. Donc j'insiste sur le fait que la nomination de Kerry et celle de Hagel et celle de Brennan, j'avais annoncé ça en janvier 2013. Donc 8 mois avant, quelque chose comme ça. 9 mois avant. Donc j'étais le premier à annoncer tout ça. Et je l'ai annoncé parce que c'était la logique de ce que l'on voyait dans l'affrontement intérieur aux États-Unis. Mon analyse s'est avérée entièrement juste. Cependant, je n'avais pas vu la négociation secrète entre l'Iran et les États-Unis, et donc je n'avais pas prévu le remplacement du parti d'Ahmadinejad par celui de Rouhani. Les surprises. Oui. Oui. Alors, après le retrait du Qatar, l'Arabie saoudite a repris le rôle pour lancer une ultime attaque de Damas à l'été 2013. Pouvez-vous nous donner les détails de cette période ? Vous savez, la nature a horreur du vide. Donc, dès que un acteur se retire de la scène, un autre prend sa place. Oui. Là, pourquoi l'Arabie saoudite s'est-elle engagée dans cette guerre de cette manière ? Je pense qu'il n'y a qu'une seule raison. Ce n'est pas, comme on le prétend, une affaire personnelle entre le roi Abdallah et le président El-Assad. Ce n'est pas une vengeance d'on ne sait quoi du côté saoudien. C'est qu'il y a une impossibilité que existe en même temps un régime wahhabite sectaire et un régime laïque. Et ces deux modèles sont tellement antinomiques que les Saoudiens ont considéré que s'ils laissaient un État laïque au Proche-Orient, c'est leur modèle qui apparaîtrait comme complètement anachronique, quelque chose vraiment d'un autre âge. Donc, ils ont chargé le prince Bandar Ben Sultan de
s'investir au maximum dans cette guerre, aux côtés de la France, aux côtés des Israéliens et aux côtés de ceux qui restaient dans l'appareil d'État des États-Unis qui pouvaient soutenir cette opération. Le prince Bandar a ouvert lui aussi des bureaux de recrutement pour des mercenaires un peu partout dans le monde musulman. Et comme ça ne suffisait pas, les Saoudiens, avec l'aide de certaines personnes aux États-Unis, ont attaqué des prisons dans 9 pays différents de cette région pour libérer des prisonniers islamistes et les amener se battre ici. Alors cette opération était tellement importante que Interpol a émis un avis en disant voilà, il y a 9 prisons qui ont été attaquées dans des pays différents, c'est quand même très très bizarre, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Les Saoudiens ont ajouté à cela des frères musulmans égyptiens après le renversement de Mohamed Morsi et l'installation du général Al-Sisi. Et donc tout cet ensemble a été lancé en guerre contre la Syrie. Et là, je voudrais que nous écoutions le témoignage d'Hassan Hamadeh. Parce que quand l'Arabie Saoudite s'est lancée dans la guerre comme ça, le Hezbollah est également entré en guerre ici en Syrie. Pas dans toute la Syrie, dans la partie proche du Liban. Et on a beaucoup dit que le Hezbollah était responsable de l'internationalisation du conflit. Alors, c'est évidemment complètement faux quand on regarde la chronologie, mais je tenais à interviewer Hassan Hamadeh sur ce sujet et vous allez voir, il répond au quart de tour. Oui. Alors, on écoute et regarde Hassan Hamadeh, intellectuel libanais, qui va se prononcer sur l'intervention du Hezbollah et l'extension de la guerre au Liban. لبنان ما بعمره كان محايد مش صحيح هيدي نظرية يجري الترويج لها هنا ببيروت وأساسا في لبنان كلهم يتحدثون عن الحياد بس بما في ذلك مؤخرا رئيس الجمهورية اللبنانية يتحدث عن الحياد ولكن لا أحد يفهم معنى الحياد. الحياد يا سيدي كما السلاح لمن يحميه، يعني لكي تكون الدولة محايدة أول شيء عليها أن تكون تتمتع بعناصر القوة التي تجعلها تحمي هذا الحياد. لازم أنك تبني دولة، تبني جيش جرار يقدر أن يوازي الجيش الإسرائيلي لحتى تفرض حيادك يعني. فمسألة حياد لبنان هيدي ما بعمره لبنان كان محايد على الإطلاق، كان في عملية تحايلات بالأداء السياسي شأنه شأن باقي الدول العربية منذ نكبة فلسطين سنة 48. ما بعمره كان في صدق بالسياسات. الآن عمليا جرى بالعكس، جرى الإصرار على إدخال لبنان بالصراع ضد التيارات التكفيرية والإرهابية من خلال إرسال هذه المنظمات إلى لبنان الأمر وبالتالي افتعالها مشاكل مع الجيش اللبناني، الأمر الذي أدى فيما بعد إلى ما حدث في نهر البارد يعني. فإذا كل هذا ما كان بعد أحد من اللبنانيين المقاومين قد وضع قدميه في سوريا. هذه سبقت الأحداث السورية ب4 سنوات يعني. ما كان بعد في أي شيء على الإطلاق. أحداث نهر البارد كانت مؤشر كبير، وحسبنا الإشارة هنا أنه جرى انتقاء هذه المنطقة يلي أصبحت فيما بعد كلنا بنعرف أنه صارت عكار، يعني هي المنطقة يلي كان وقع عليها خيار الأمريكان والإسرائيليين والأتراك لكي تكون نقطة انطلاق وقاعدة خلفية لمنظمات إرهابية تضرب في الداخل السوري. كلنا نذكر مثلا كيف أن السيد هيك فجأة
جرى الاهتمام التركي بمنطقة معينة في عكار، هذا قبل أن تبدأ الأحداث الفتنة في العالم العربي سنة 2011 وتتنقل من تونس إلى مصر إلى ليبيا إلى آخره وصولا إلى سوريا. منذ بداية الهجوم على سوريا شاهدنا كيف أن مسؤولين بارزين في حكومة الولايات المتحدة هما جو ليبرمان يلي هو زعيم اللوبي الإسرائيلي داخل الكونغرس الأمريكي، ومعه السناتور ماكين المعروف عنه ماكين يلي هو اتجاهه الصهيوني المتطرف المتشدد التشدد لا حدود له، كيف أنهما جاء وزارا منطقة وادي خالد في عكار وتفقدا على الأرض تضاريس المنطقة وكيف يتم عمليات التهريب من المنطقة إلى آخره. هذا كله سبق بكتير دخول قوات حزب الله إلى الداخل السوري. زائد على ذلك أنه كان أيضا الأراضي اللبنانية بعض الموانئ اللبنانية تفرغ سفن محملة بالأسلحة التي تنقل إلى الداخل السوري من الأراضي اللبنانية. لا، كان في تدخل لبناني فاضح، ما بعمره كان في حياد، تدخل فاضح بالأزمة السورية وانخراط كامل بالحرب العدوانية التي تشن على سوريا، إلى أن وصل الأمر إلى بدء استعداد مع أخذ التيارات لبعض المناطق، وكان في سوريا وكان عدد هذه الأفراد هذه المنظمات الإرهابية عددها التي دخلت إلى الأراضي السورية واللي تضم ناس غير سوريين، أفرادها غير سوريين، كان قد تجاوز 40,000 مقاتل تكفيري من الشيشان وباكستان والصومال وأندونيسيا وماليزيا وتركيا وتونس وليبيا واليمن وأفريقيا ونيجيريا إلى آخره، من أكثر من 80 دولة اعترف بأن عددهم قد تجاوز 40,000. مش أنا وأنت، إنما الذي اعترف بذلك هو موفد الأمم المتحدة الأستاذ الأخضر الإبراهيمي، وعند هذا الاعتراف يجب أن نتوقف وأن نتوقف مطولا. إذن هنالك عملية استنفار إلى نوع من الأممية التكفيرية لإرسالها إلى الداخل السوري لتدمير سوريا من الداخل، وهؤلاء هم خريجو مساجد فيها شيوخ خطباء مساجد جرى تدريبهم على يد المخابرات البريطانية والأمريكية، بحيث أنهم يدرسون الدين الإسلامي بشكل مغلوط، يعني إسلام من خارج القرآن، يدرسون شيء معادي للنص القرآني، بحيث أنه حتى استخدام عبارة الاتجاهات الإسلامية المتطرفة هو خطأ، لأن ليس عندهم من الإسلام شيء. يعني الإسلام هو إسلام قرآني، كل ما هو خارج القرآن الكريم ليس إسلام على الإطلاق. هذه هي الحقيقة، لأنه الإسلام كدين مستهدف، تدميره هو المطلوب تماما كما الموضوع المسيحي. هلأ عندما زاد عدد هذه المنظمات الإرهابية بسوريا وبدأت عملية التخطيط لاجتياح الأراضي اللبنانية، وبدأت المضايقات الفظيعة والانتهاكات الأعراض والاعتداء على الأسر اللبنانية الموجودة في المنطقة المتاخمة للقصير، لأنه في شيء لا يعرفه الناس، هو أنه حتى اليوم لا يوجد فواصل جغرافية بين الأراضي اللبنانية والأراضي السورية، يعني لا يوجد، لأنه أساساً هيدي بلاد واحدة، يعني هذه سوريا الطبيعية، هذا هو الهلال السوري الخصيب، يعني ما بعمره كان في هيدي الحدود رسمت مع سايكس بيكو يعني. طيب في بعد ممكن أن تدخل الأراضي السورية
تتنقل ثم تجد نفسك من جديد في الأراضي اللبنانية، يعني متداخل الأمور ببعضها. المضايقات الهائلة التي تعرض لها اللبنانيون وما من نصير وما من مساعد لهم، اضطر حزب الله لأن يتدخل لوقف الهجمة التي كانت سوف تنطلق من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، لأن المطلوب هو ضرب المقاومة من الداخل بظهرها وخاصرتها، بحيث أن تتمكن إسرائيل من القيام بعملية الاجتياح من الخارج. هذا هو الموضوع. بتكون بالوقت يلي تكون سوريا في وضع منهك وعمال يتم تدميرها من الداخل عبر المنظمات الإرهابية التي يرعاها حلف شمال الأطلسي وترعاها إسرائيل، وأنظمة الصهيونية العربية ونظام أردوغان الصهيوني في تركيا. بالتالي يصبح من السهل عملية تقسيم لبنان وتقسيم سوريا وإلى آخره. والعدد لم يعد طبعا 40,000، لأنه 40,000 كان ببداية نيسان الماضي. لا، العدد اليوم الكل بيعرفوا أنه تجاوز 100,000، حتى أن الحقوقيين، تجمع الحقوقيين الدوليين من أجل نصرة سوريا، يؤكدون أن تصور عدد الإرهابيين الذين أدخلوا من الأراضي التركية فقط بات يتجاوز 65,000 إرهابي. فلا، حزب الله لم ينتهك، لم يحصل انتهاك لحياد لبنان، لأن الحياد أساسا مش موجود. وعندما تقول الحكومة اللبنانية بالنأي بالنفس، وهذا كلام غير صحيح، لأنه ما بعمره كيف في نأي بالنفس، وهذا كلام كاذب يتم عمليا رفع كشعار لتغطية المساعدات التي تقدم للمنظمات الإرهابية ولمخطط تدمير سوريا من الداخل. نحن علينا أن ندافع عن سوريا، لأننا بذلك ندافع عن الوطن اللبناني. هذا ما قام به حزب الله. بعدين أساسا الهجمات على حزب الله يا سيدي هي بدأت منذ اللحظة الأولى التي اندحر منها الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية سنة 2000. بدأت دغري مطالبة حزب الله بأن يسلم سلاحه. هذه هي الحقيقة. فكل عدا عن ذلك هذا أنه انتهك حيادية لبنان، وهذا ما بعمره لا لبنان كان حيادي ولا الآخرين كانوا حياديين تجاه لبنان. هذه هي. Alors, pour terminer cette cinquième partie, cette émission, qu'est-ce que vous pouvez nous donner pour clôturer celle-ci? Je pense que l'expérience syrienne montre que les États-Unis ne contrôlent plus leurs propres alliés, puisque les Israéliens et les Français ont été capables de relancer la guerre contre la ville de la Maison-Blanche, que l'Arabie saoudite a pris la succession du Qatar contre la ville de la Maison-Blanche, que finalement la position des États-Unis, ça a été de dire, bon, ben, puisque vous voulez faire la guerre, vous la faites, si vous la gagnez, nous sommes de votre côté, et si vous la perdez, c'est vous qui en porterez la responsabilité. Oula. C'est malin. Oui. Voilà, mais ça montre l'affaiblissement de la puissance des États-Unis. Oui, oui. Je vous remercie infiniment, Monsieur Thierry Messant, consultant politique français, et à la prochaine. Au revoir.